Bienvenue dans ce nouvel épisode de Col Roulé, le média de l'association Engagement France Solidarité. On s'intéresse aujourd'hui au parcours du président de la plus ancienne et la plus grande foire d'Europe. Bienvenue sur Col Roulé. Bonjour Tom. Bonjour Mickaël. Bienvenue sur Col Roulé, merci d'avoir accepté l'invitation. Écoutez, c'est un plaisir. Avec grand plaisir. On va se tutoyer Tom parce que voilà, donc tu es le nouveau président élu de la Foire du Trône, qui est la plus ancienne et la plus grande foire d'Europe. On se tutoie parce qu'on se connaît. Voilà, la Foire du Trône et les forains sont des grands soutiens donateurs, notamment et mécènes sur nos actions caritatives et associatives maintenant depuis de nombreuses années, notamment sur la cause des orphelins, des veuves, des blessés, sur les forces de l'ordre, sur des familles nécessiteuses. Vous recevez notamment en juin plus de 1000 enfants pour le Secours populaire. Et voilà, on a suivi un peu le parcours de la Foire du Trône et des forains. Et en plus, l'association qui était née à Charenton-le-Pont, Engagement francilien, qui était devenu Engagement France Solidarité. On est un peu voisins, puisque la Foire du Trône est quand même proche géographiquement. Nos villes, la foire est voisine de Charenton. Exactement. Donc voilà, donc on va s'intéresser pendant cette émission. Voilà, on a voulu des longs formats pour mettre à l'honneur des parcours, un peu nos partenaires associatifs. Et tu viens en plus, voilà, le hasard du calendrier. Tu viens d'être élu président de la Foire du Trône. D'abord, c'est quoi être un président de la Foire du Trône? Et puis après, on viendra un petit peu chronologiquement au parcours. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien écoute, être président de la Foire du Trône, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire représenter déjà, premièrement, tous les forains qui participent à cet événement et les défendre. Ensuite, être président de la Foire du Trône, c'est pas uniquement de les défendre, c'est aussi un engagement envers les responsables, donc les organisateurs. On peut parler de la mairie de Paris. On peut aussi parler de sécurité avec le préfet. Et bien évidemment, la publicité qu'on met toujours à l'honneur. C'est ça. Donc tu représentes les exposants. Quand tu dis tu représentes les participants, c'est les personnes. Ah oui, tous les commerçants itinérants. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous, les forains, nous sommes commerçants, mais nous sommes itinérants. C'est fou, donc c'est un peu particulier. C'est un peu la branche de métier, je ne sais même pas comment l'appeler, la corporation de métiers qui continue. Nous, on se considère plus comme une communauté. D'accord, c'est une corporation. Communauté de forains. Peut-être pas mélanger, les termes sont pas bons. Gens du voyage, forains, est-ce qu'il y a une distinction Gens du voyage, on peut quand même se rattacher à cette étiquette. Maintenant, oui, il y a plusieurs types de gens du voyage. On va parler des circassiens, donc c'est les personnes qui font les cirques. Il y a les gens de marché, donc comme dans le titre, ils font les marchés. Et il y a les forains. Les forains, donc eux, c'est les manèges, et ils se déplacent de ville en ville avec des smirmorgues, de leurs caravanes, mais c'est chacun fait un petit peu son métier différemment. Les circassiens vivent pas tout à fait comme les forains, et ainsi de suite. Et inversement, ouais. Après, il y a plusieurs types de personnes, hein, mais en général, les forains ne vivent pas comme les circassiens, ne vivent pas comme les gens de marché, et j'en laisse de côté. On est quand même on va dire que c'est un grand panel, les gens du voyage. C'est ça. Et donc toi, tu as grandi dans ce monde-là, ou comment t'es arrivé dans ce monde à devenir Alors moi, je suis né dans ce monde-là. T'es né dans le monde forain. Voilà, moi, ma mère est foraine, son père était forain, et toutes les générations avant étaient déjà des gens du voyage. Donc vous avez pu remonter dans l'arbre généalogique sur des métiers qui sont liés donc à la fête, parce qu'il faut savoir que le métier de forain vous apportez quand même énormément de bonheur aux enfants. C'est un peu le monde... Ah bah c'est notre but ultime, c'est d'apporter de la joie et du bonheur dans chaque ville. Chaque fois qu'on arrive, nous on veut que les gens repartent de la foire avec le sourire. C'est le but premier. C'est le but premier de la Foire du Trône. Enfin, pas que de la Foire du Trône, mais des métiers. De toutes les foires en France et en Europe et au monde. Les gens, nous on est quand même des personnes qui veulent donner de la joie et de la bonne humeur à tous les enfants et aussi aux adultes. Et ça marche. En plus, vous avez quand même le fruit de ce travail, parce que c'est quand même le métier de forain. C'est des heures énormes, parce que pour arriver, c'est quoi, c'est du 7 jours sur 7? Nous on compte pas nos heures. On est des personnes qui ne comptent pas les heures. On est là, c'est un travail, mais une passion aussi d'être forain. Parce que si on n'a pas la passion de ce métier-là, on peut pas le faire. C'est pas possible. Il faut être passionné par ce que tu fais pour être forain. Car comme tu viens de le dire, c'est 7 jours sur 7, 365 jours par an, et nous, les attractions, comme à la Foire du Trône, ça ouvre à midi. Mais nous, on est en maintenance avant midi. C'est-à-dire qu'à partir de 8h du matin,
déjà, premièrement, on a une vie de famille, on amène les enfants à l'école, donc on commence par là, et ensuite, on rentre dans le vif du sujet tout de suite après. On commence moi, pour ma part, à remplir mes bacs de peluches, parce que j'ai un stand avec ce genre de marchandises, mais pour les manèges, ils vont faire ce qu'on appelle la maintenance, donc le graissage, l'entretien des moteurs, l'entretien des réducteurs, la mise en marche du micro, oui, parce que c'est une chose très importante pour nous, le micro. Il faut animer les manèges, et aussi la musique pour mettre un petit peu d'ambiance dans cette foire. Donc dès le plus jeune âge, tu étais au micro? Ah, très jeune. Nous, dès qu'on commence à parler, on fait parler nos enfants. C'est ça. Et actuellement, t'es papa aussi. T'es également papa. Je suis également papa d'une petite fille de 2 ans. Et comme tu le dis, elle commence déjà à parler au micro. C'est ça. Donc tu as un peu cette transmission. C'est un peu le métier et la communauté de la transmission. Puisque vous transmettez vos traditions. Parce qu'on le disait, la Foire du Trône, c'est quasiment 1000 ans d'existence. C'est ça. Depuis 1964, je crois, sur la pelouse d'Ory. 1964, oui, je crois que c'est ça. Ça fait 61 ans qu'on est sur ce site. C'est ça, donc c'est fou. Et donc toi, t'avais grandi sur quelle foire au départ? Quelle était ta jeunesse, les souvenirs que t'as? Ma jeunesse, tu sais, il y en a eu beaucoup des souvenirs parce qu'on fait beaucoup de foires. Moi, j'étais dans le sud, j'ai fait des foires dans le nord, on a fait des foires dans l'ouest de la France, dans l'est de la France, on a fait les 4 coins de la France. Mais aujourd'hui, on est plutôt sur la région parisienne. Mais dans mon enfance, on était plutôt, on va dire, dans la région PACA. D'accord, ok. Nous, ma famille, je parle, on faisait la foire de Toulouse, on faisait la foire de Perpignan, on faisait la foire de Cannes, d'Aix-en-Provence. L'été, on était beaucoup dans les Luna Park, parce qu'il faut savoir aussi que les Luna Park, c'est très généralement des forains qui les montent. Alors, c'est leur terrain, c'est pas le domaine public, c'est eux qui achètent leur terrain. Mais oui, c'est des forains généralement qui font les Luna Park. Après, il y a eu des parcs d'attractions, là on parle plus des forains, mais sur les Luna Park qui sont en général situés dans le sud de la France, mais il y en a aux 4 coins, mais plus généralement dans le sud de la France, c'est généralement des forains qui les organisent. D'accord, donc on voit le métier, on n'est plus sur les petits manèges, là on est quand même sur même de l'investissement, parce que tu parlais de 7 jours sur 7 d'un investissement de temps, mais il y a aussi un investissement d'argent et des prises de risques entrepreneuriales. Aujourd'hui, les forains, c'est des entrepreneurs qui prennent des risques sur plusieurs années de crédit sûrement pour se payer, parce qu'on voit quand même des manèges qui représentent, certains reportages évoqués, plusieurs millions d'euros de crédit et une prise de risque d'un entrepreneur qui va s'endetter sur plusieurs années pour pouvoir s'offrir un manège et le rentabiliser, parce qu'il y a quand même une vision business derrière de faire du chiffre d'affaires. Ah oui, de toute façon, comme tu viens de le dire, c'est une prise de risque. Bon, après, j'ai envie de te dire que c'est un petit peu comme dans tous les métiers, on prend toujours un risque quand on monte une nouvelle entreprise. Nous, aujourd'hui, les nouvelles générations de manèges coûtent très très cher. Ça, c'est une certitude. Les banques ont beaucoup de mal à nous accorder certains crédits parce que on est des commerçants itinérants, ils n'ont pas l'habitude de travailler spécialement avec les forains. Mais bon, on va dire qu'en général, notre bilan est plutôt favorable. S'il est favorable, la suite, on arrive à obtenir des crédits. Mais oui, c'est un gros travail de fond, de comptabilité. Il faut quand même leur montrer que nous, on est capable d'avoir les comptes corrects pour payer nos crédits. Parce que, comme je viens de te le dire, c'est quand même une façon de travailler qui est pas habituelle. C'est ça. Mais bon. Est-ce que c'est peut-être aussi cette façon pas habituelle et ce mode de vie qui fait que parfois peut y avoir des incompréhensions et qui fait que cette communauté est même pas connue en fait par le reste de la population? Est-ce que ça participe aussi peut-être à le mode de vie et cette itinérance qui fait que des fois, par méconnaissance et ignorance, il y a beaucoup de préjugés, il y a beaucoup de... Totalement, t'as totalement raison. Les gens mettent beaucoup de préjugés sur ce métier-là parce que je pense qu'ils ne connaissent pas l'intimité de ce métier. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, il ne faut pas oublier quand même que nous, forains, sommes français avant tout. Bien sûr. On paye nos impôts, on vote pour le président de la République, on vote pour notre élu municipal, on est français comme tout le monde. Bien sûr. La seule différence d'avec les autres Français, c'est que nous sommes pas habitants annuels de notre ville. Nous, on se déplace. Mais on est tous rattachés à une ville. On a tous une ville
une domiciliation ou quelque chose. C'est Puis obligé. vous êtes aussi un petit peu ambassadeur, parce que quand vous faites une foire du trône où vous êtes là 3 mois, vous dialoguez quand même avec les élus locaux, vous avez une présence où aux yeux de la population, vous consommez dans les commerces à côté, c'est-à-dire que vous, sans être 365 jours au même endroit, sur des périodes de 3 mois, je sais pas combien de temps durent les autres foires, mais je sais que moi sur la foire du trône, on vous voit au moins 3 mois, le temps de l'installation, le temps de... Exact. Vous vivez quand même un trimestre par an, on va dire. Peut-être que j'exagère et c'est pas le cas pour toutes les foires. Si, mais enfin, pas pour toutes les foires, mais voilà. la foire du trône, oui. Et voilà, vous êtes présent et vous vivez auprès des commerçants et d'autres commerçants, et même vous dépensez parce que vous participez quelque part un petit peu à l'économie. Moi, je vais autour. te dire, moi, j'ai une phrase pour ça. On dit qu'on a une ville dans la ville. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, la foire du trône, ça représente quand même presque 1000 personnes vivant dans cette foire. Entre les patrons, les enfants, les employés, les fournisseurs. Il ne faut pas oublier qu'on fait travailler... La foire fait travailler les forains, mais pas uniquement le forain. Nos fournisseurs travaillent aussi. Les prestataires d'électricité, d'eau travaillent aussi. Ils sont là au montage, au démontage pour nos installations. Donc non, on est une vraie économie, même une plus-value pour certaines villes. C'est ça. Maintenant, aujourd'hui, comme tu en as parlé il y a quelques instants, ils ne connaissent pas vraiment l'intimité de notre vie. On a certains préjugés sur la façon de faire. On a eu certains même surnoms par certaines communes. Ouais. Mais aujourd'hui, quel type de surnom je pense que tu as déjà dû en entendre parler. Les forains étaient des voleurs de poules. On pouvait nous traiter de romanichels. Alors qu'aujourd'hui, comme je viens de te l'expliquer, nous, on est français avant tout. Bien sûr. On n'est pas là pour dégrader un centre-ville. On est là pour donner de la joie et de la bonne humeur à tous nos clients. Bien sûr. Et il y a même des villes qui... contrairement à d'autres, sont très heureux de vous accueillir. Et moi, je sais que j'ai eu des images heureusement, d'ailleurs. de forains. Voilà, parce que c'est sur différentes opérations sociales, on s'est suivi et par la générosité du monde forain, où c'est pas seulement ils étaient donateurs, c'est que chaque commerçant se cotisait et disait on sait qu'on va accueillir 1000 enfants de secours populaire, chacun donne un peu. Voilà. Notamment, on a fait il y a très peu de temps une action bénévole à l'hôpital Trousseau. D'accord. C'est une amie à moi qui organise. Elle a une association qui s'appelle La Fête en Renfort, qui va dans les hôpitaux. Et très généralement, on monte un manège, une barbe à papa, des pommes d'amour, des peluches y sont distribuées. Et tout ça à titre de bénévolat. On fait ça parce que nous, on veut faire vivre la foire dans tout le cœur de tous les Français. Et certainement aussi pour les enfants malades. Donc cette association est là pour donner un peu de joie, même à l'hôpital, parce que certains enfants ne peuvent pas venir sur la foire directement. Maintenant, le but premier, comme je te l'ai expliqué, c'est de donner de la joie à tout le monde. Bien sûr. Si on peut, et on y arrive, pourvu que ça dure. C'est votre leitmotiv. On parlait de vos efforts, on va dire votre générosité, qui est même parfois peu connue, parce que c'est vrai que moi, quand on en parle des fois, et même quand on fait des bilans de l'association et de l'année et qu'on dit voilà, les forains nous ont soutenus sur telle opération de concert pour les veuves et orphelins, les gens des fois disent ah bon, ils savaient pas. Donc c'est bien, déjà le faire savoir est important. Donc c'est important même pour nous sur le média de dire ce que vous avez apporté et ce que vous donnez, parce que vous le dites pas forcément et vous vous en vantez pas forcément. Mais il y a aussi toute une histoire, il y a une partie patrimoine de la foire, où on le disait, 1000 ans de présence, il y a un patrimoine. Est-ce que vous arrivez, vous, à vous structurer, à faire reconnaître ce patrimoine auprès des pouvoirs publics? Est-ce qu'il y a eu des avancées à ce sujet-là, vous, alors, dans le monde forain? Oui et non. En 2025, on est rentré quand même dans le patrimoine de l'UNESCO. D'accord. On a réussi à avoir ça. Mais aujourd'hui, je parle à titre personnel, pas en tant que représentant forain. Je pense que ce n'est pas suffisant pour être reconnu au vu des municipalités. D'accord. Pour moi, aujourd'hui, la fête foraine, maintenant je parle parce que je suis forain, fait vraiment partir de la culture française. Bien sûr. Et il va falloir quand même, pour l'avenir, pour la sécurité de notre commerce et aussi pour la sûreté de certaines foires, essayer de vraiment concrétiser la chose. C'est-à-dire qu'il va falloir vraiment rentrer dans le patrimoine culturel français.
enfin du moins le faire reconnaître, parce que c'est indéniable aujourd'hui. Il y a des archives d'historiens, Ah bien sûr. et voilà qui prouvent l'impact et la présence du monde forain et des communautés dans les villes et villages de France depuis plus d'un, enfin je sais pas. C'est la première attractivité qu'il y a eu en France en fait. On n'avait pas des manèges, bien évidemment. Il y a 1000 ans, ça n'existait pas, mais c'était quand même le terme de troubadour, de personnes qui étaient là pour amuser toute la population. Donc c'était fait avec son temps. Mais oui, la fête foraine existe depuis très 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 longtemps. Et la dimension du patrimoine aussi se retrouve dans les familles, parce que dans chaque famille de forains, on peut piocher un peu dans l'arbre généalogique ou s'intéresser par curiosité. Et on voyait des fois certains, parce qu'il y a certains reportages, voilà, à chaque fois, on ne voit pas, et c'est aussi le but de ce média. Les médias et les faits divers montrent beaucoup de choses des fois où dès qu'il y a un accident par an, ils en font beaucoup dans les médias pour faire du trash. Mais il y a énormément de personnes aujourd'hui qui vivent dans le monde forain, qui sont entrepreneurs et qui ont pu retracer la présence de leur famille dans le monde du cirque ou de la fête ou ce qu'on appelle les fêteux, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Oui, on peut dire ça comme ça. Oui. Voilà, et les fêteux. Est-ce que toi, quand tu as grandi un peu sur ces foires et dans ce monde forain, t'as senti ce patrimoine et ce lien un peu, le grand-père, l'arrière-grand-père, d'avoir senti dans ta famille? Est-ce que c'est quelque chose qui était présent dans ta famille enfant et qui t'a marqué? Bien sûr. Nous, on avait, moi chez mon grand-père, on avait un chevaux de bois. Mon grand-père a pris sa retraite à 60 ans. Okay. Il a légué en fait son manège à ses enfants. Donc il avait des manèges qui étaient avec des chevaux. Non, pas spécialement. Il avait un manège qui s'appelait le Tagada et il l'a vendu à ses enfants. Enfin vendu. Il les a fait travailler quelques années avec eux, puis par la suite leur a vendu. Il avait aussi des stands. On appelait ça une loterie. Donc c'était le jeu, c'est comme je viens de te le dire, c'est la loterie, il fallait tirer les tickets, il fallait récupérer le bon numéro pour gagner la grosse peluche. Et dans la maison de mon enfance, donc dans la maison de mes grands-parents, on avait des décors forains. On avait des chevaux de bois donc qu'on peut retrouver sur certains manèges. Mon grand-père venait d'une famille de circassiens. D'accord. Avant d'être forain. Donc du monde du cirque. Voilà. Son père était forain, sa mère était circassienne. De quel... Alors tu m'as dit quoi? Donc là c'est du côté de ta maman? Non, c'est du côté de ma maman. Mon papa était pas forain du tout. Donc t'as les deux cultures. Exactement. On en reparlera après. Pas de souci. Et du coup mon grand-père était du côté de sa maman circassienne et du côté de son papa foraine. Okay. Forain, excuse-moi. Oui, forain, bien sûr. Donc le monde du cirque et le monde de la fête... qui étaient liés dans la même famille. Hein. Exactement. Tu sais comment ces deux mondes se sont rencontrés ou tu t'as pas forcément... Alors, je vais pas commencer à m'avancer pour dire ça parce que je connais pas toute l'histoire. Voilà. Mais en tout cas... Mais je sais que oui, ils étaient circassiens forains. Énorme. Ensuite, mon grand-père a pris plutôt la direction des fêtes foraines avec ses frères. Ils étaient 5 frères. Du coup, ils ont tous pris la direction des fêtes foraines, mais oui, ils ont une véritable génétique de circassiens aussi. Énorme. Et est-ce que ça s'est suivi chez d'autres membres de la famille maternelle ou c'est quelque chose qui a un peu disparu le Tu monde parles du cirque? des cirques? Non, ça s'est perdu quand même. On s'est plutôt dirigé vers les fêtes foraines, mais par contre, la culture existait quand même dans la famille. Ouais. Ils n'oubliaient pas de nous le faire rappeler qu'on était circassiens. Mon grand-père, à 70 ans... Que tu as connu. Que j'ai connu, faisait des saltos arrière dans la piscine avant de sauter dedans, à 70 ans. Tu voyais que cette personne était très souple. Ouais. C'est des hommes qui étaient physiquement très forts, parce que pour être circassien, les spectacles, il faut quand même avoir un sacré physique. Oui, c'est sûr. Et puis une endurance. Enfin, pour être forain aussi. Aussi. Parce qu'il y a les montages. Les montages, les démontages. Des conditions de vie aussi qui étaient peut-être plus dures même à l'époque qu'aujourd'hui. Bien plus dur. Évidemment, c'était bien plus dur. Aujourd'hui, le montage d'un manège, c'est beaucoup de systèmes hydrauliques. Tout se déplie hydrauliquement, électriquement aussi. À l'époque, c'était quand même des poutres en bois à mettre les unes sur les autres. Ça pesait lourd, hein. Fallait être costaud. Vous avez des archives de photos ou de vidéos. Vous avez pu transmettre aussi ça aux... Bien sûr, j'ai pas mal de photos de mon grand-père jeune, même de ses frères, même de mes oncles, de beaucoup de personnes étant sur les fêtes foraines assez jeunes, oui. Ok, d'accord. Donc là, tu me disais que tu étais donc issu, je l'apprends, de deux mondes quelque part.
une personne, ta maman qui était du monde donc fêteux, forain, Exact. et donc un papa qui n'est pas du tout du monde forain. Pas du tout. Ok. Pas du tout, du tout. Mon père est juif tunisien. Ok, donc deux cultures totalement... Complètement différentes. Mon papa, lui, était plutôt sur les marchés dans la région parisienne. Il vendait un petit peu de fruits et légumes avec ses parents. Il venait de la Courneuve. D'accord. Et mes parents se sont rencontrés lors d'un voyage au Maroc. Et bon, c'est un petit conte de fées, ils sont tombés amoureux, quoi. C'est fou. Et est-ce que les deux cultures sont acceptées? Est-ce que c'est quelque chose qui est... Est-ce que tu as eu écho? Peut-être que tu sais même pas, mais... Alors, est-ce que les deux cultures sont acceptées? Je pense que oui, c'est accepté. Après, il faut quand même noter que chaque culture est toujours un petit peu protectrice. Voilà. On va dire que entre forains, c'est un métier très passionnant, c'est un métier très beau, mais c'est un métier très dur aussi. Bien sûr. Donc, on a peur. C'est peut-être pas le bon terme, mais quand je dis peur, c'est d'assumer ce travail. Comme on en a parlé tout à l'heure, c'est un travail de 7 jours sur 7, et nous, on peut travailler jusqu'à 14-15 heures par jour. Bien sûr. Donc, c'est du boulot. C'est vraiment du boulot. Et pour gagner sa vie, il faut être motivé. Bien sûr. C'est un petit peu pour ça la crainte de faire rentrer une personne qui n'a pas l'habitude dans cette communauté. Mais la preuve en est, c'est que mon papa aujourd'hui est rentré dans ce système-là et est devenu un forain très exemplaire. Il a un très beau manège sur la foire du Trône qui fait 60 mètres de haut, l'un des plus impressionnants de la foire. Comment il s'appelle? Il s'appelle le Booster Max. Booster Max. C'est un manège de construction italienne, c'est un manège qui est très impressionnant à voir tourner. Hein. C'est pour les plus courageux quand même. Ah oui, quand même, ouais. Il tourne à 120 km/h. Ok. Donc il fait pas mal de looping. Donc c'est combien de semi-remorques pour installer un... Alors pour celui-là, on est parti sur deux semi-remorques. Tous, comme je t'ai expliqué, tous déplient hydrauliquement. C'est plutôt long lors du dépliage car le système va à sa vitesse. On peut pas tout déplier rapidement. Mais on prend le temps de l'installer et ensuite, on va dire qu'en 2 bonnes journées, le stand peut être monté, quoi. Ok, d'accord. Donc ça, ton papa aujourd'hui est totalement implanté dans le monde forain. Totalement. Est-ce que tu sens quelque part que ces deux cultures un peu pas opposées, parce qu'il y a quand même des valeurs communes entre peut-être la religion juive et le monde forain ou le monde des fêteux. Est-ce que toi tu as vu déjà même, c'est intéressant, des accointances ou des choses ou sur les valeurs familiales, ou est-ce que moi je dirais pas opposé justement, je dirais plutôt même similaire sur plutôt plusieurs rapports. Déjà sur le terme rapport familial, on est très attaché à la famille. Que ce soit dans la communauté juive ou sur les fêtes foraines, la famille pour nous c'est très important, les enfants c'est très très important. Donc sur ce plan-là, c'est plutôt similaire, les forains et les gens la communauté juive. Ensuite, on aime aussi faire beaucoup de repas entre amis. C'est assez similaire aussi dans la communauté juive et chez les forains. Ouais, l'art culinaire et se retrouver autour d'une bonne bouffe. Exactement, c'est exactement le but. Le but entre amis, c'est quand même de passer des bons moments. Et que ce soit chez les forains ou chez les juifs, pour moi, c'est assez similaire. Le respect des anciens, très très important dans les deux cultures. Et aussi, bien évidemment, travailler. On est là, on apprend à nos enfants, nos parents nous apprennent à faire de notre travail l'une de nos priorités dans la vie. Car c'est très important d'avoir ces bases-là pour avancer. Tu le disais sur la famille, même sur les... J'avais observé notamment que même certaines familles, après on peut peut-être pas faire de généralité, je veux pas faire de caricature, mais certaines familles même ne mettent pas leurs anciens à l'EHPAD, mais aiment bien les avoir avec eux sur leur foire et aiment bien, dans la mesure du possible médical, des fois. Pour être honnête avec toi, là de mémoire, je connais personne qui a mis son ancien à l'EHPAD. Ah voilà. Tout le monde, on leur achète. On les laisse pas dans une maison tout seul avec des gens qui viennent s'occuper d'eux. Généralement, je parle s'ils sont bien évidemment en bonne santé et que tout se passe bien, mais s'ils ont la possibilité de rester. Ils sont à côté de nous jusqu'à la fin de leur jour. C'est la plus belle chose du monde, c'est d'élever tes enfants et que tes anciens les voient. Et quelque part, paradoxalement, où des fois on aurait pu voir un peu une scission entre la communauté nationale française et les forains du Jour du Voyage, quelque part ces valeurs de la famille de ne pas oublier ses anciens, quelque part les plus français c'est peut-être les forains en fait.
si on va au bout du projet, si on va au bout de l'idée qu'en fait, c'est peut-être les derniers Français qui gardent encore leurs anciens avec eux, tu vois. Ouais. Ça fait partie un peu de d'une des communautés. Je pense que les bons Gaulois, ils existent toujours. Ouais. Si tu veux savoir. Mais oui, nous forains, sommes de très bons Gaulois. C'est ça. Nous, ce qu'on aime, c'est quand même les bases de la France, c'est les amis, le travail, la famille, et bien évidemment s'amuser. Et ça, c'est les forains, c'est dans leur génétique. On vient de ville en ville, de fête en fête, avec toutes nos attractions pour donner la joie, la bonne humeur, s'amuser et faire vivre les Français. Bien sûr, tu viens de récupérer donc la présidence, donc c'est un vote démocratique. Hein, exactement. Donc des représentants forains, donc de toute génération. Les entrepreneurs, généralement, les votants, c'est quoi? C'est des personnes de quel âge? Ça va de tous les âges. En fait, nous, on part du principe que tous les titulaires d'emplacement ont le droit à un vote. Donc, il y a certains forains qui ont plusieurs emplacements, donc ils sont soumis à plusieurs votes. Mais c'est tous les titulaires d'emplacement qui votent donc pour leurs représentants de leur fête foraine. Je ne suis pas représentant de tous les forains de France. Je suis représentant. Mais c'est un symbole. La foire du trône est un symbole dans les foires. La foire du trône, c'est la plus grande foire d'Europe. C'est normalement le plus grand événement forain de France. Aujourd'hui, on est quand même implanté dans la capitale, donc c'est représentatif de l'événement. Nous, ce qu'on veut, c'est organiser la plus belle foire possible pour les Parisiens. Et vous y mettez les efforts. Tu parlais aussi de communication, de publicité, parce qu'il y a aussi toute une partie aussi de rayonnement. C'est quoi, vous partagez les rôles avec la mairie de Paris? Alors, on n'est pas du tout co-organisateur, comme certains peuvent croire. C'est la mairie de Paris qui organise l'événement à 100%. D'accord. Nous, par contre, notre job, c'est quand même de communiquer que la fête foraine s'implante de telle date à telle date sur ce site-là. Donc, notamment en 2025, c'était du 4 avril au 9 juin, donc sur la pelouse de Reuilly. L'emplacement est idéal, très très bien situé. On fait partie du 12e arrondissement de Paris sur ce site-là, mais on veut quand même communiquer pour toute la région parisienne, parce que nous, on a quand même des clients qui viennent du Val-de-Marne, qui viennent des Yvelines, qui viennent de la Seine-et-Marne, et j'en passe. Mais nous, notre but, c'est quand même de faire vivre toute l'Île-de-France. Après, on a aussi des touristes étrangers. Ce qui nous manque peut-être aujourd'hui un petit peu en communication, c'est d'être... comment pourrais-je le dire communiquer plus pour les touristes étrangers. D'accord. Nous, ce qu'on voudrait, c'est quand même que quand les touristes viennent en France, ils apprennent que la Foire du Trône existe aussi, parce que je pense que la mairie de Paris ne se sert pas de cet atout-là pour le communiquer en tant qu'événement que la mairie de Paris organise. C'est quand même eux les organisateurs. Donc ils devraient quand même jouer sur cette communication-là. On est l'une des plus gros événements d'Europe. Donc il y a un petit manque de ce côté-là. Après, les forains font très très bien leur boulot. Ouais. Les contrats publicitaires sont nickel. Les contrats de communication sur les réseaux sociaux, ça commence à vraiment être pas mal, être mis en place par des responsables de réseaux sociaux. Ce ne sont que des forains qui s'occupent de ces choses-là. D'accord. Okay. C'est pas du tout la mairie de Paris. C'est quelque chose qui est méconnu. Nous, on a monté un comité, donc comme tu viens de le dire, moi j'ai été élu par les forains et j'ai conçu ce comité qui existait déjà, qui était déjà mis en place, mais moi j'ai renouvelé l'équipe et donc on a nommé chaque responsable et après eux s'occupent. Énorme. On fait des allers-retours entre ton parcours, mais c'est intrinsèquement lié entre ton parcours personnel qui fait qu'aujourd'hui t'es forain et en même temps t'es sur ce rôle maintenant électif. Comment tu vis, et je passe du coq à l'âne, mais c'est intéressant et je pense que c'est lié. Comment tu vis un peu les préjugés, mais on en a parlé un petit peu tout à l'heure, et les stéréotypes et les clichés qui perdurent dans le monde forain. On entend souvent, et je rentre vraiment dans le lard, mais où des fois des gens, par jalousie ou par d'autres prétextes, disent voilà, les forains ils ont des belles voitures, les forains on sait pas, ils sont payés qu'en espèces, les forains, alors qu'en plus les gens qui vraiment sont entrepreneurs ils le savent aujourd'hui, il n'y a plus autant d'espèces qu'avant dans les métiers de commerce. Donc déjà ce cliché par automatisme il disparaît parce que non, s'il n'y a plus d'espèces en circulation, les forains ils peuvent pas recevoir d'espèces. Et vous travaillez 7 jours sur 7 quasiment, et vous n'avez pas beaucoup de vacances par an. Comment tu reçois toi
un peu ces agressions, parce que c'est des stéréotypes un peu gratuits quelque part. Comment toi tu le reçois en tant que forain, entrepreneur et père de famille? Alors déjà, on travaille 7 jours sur 7 toute l'année. Ouais. On part pas du tout en vacances. Enfin, si on part en vacances, mais des très courtes périodes, notamment au mois de janvier, parce que c'est généralement une période creuse. Maintenant, les stéréotypes que les gens peuvent avoir sur le monde forain, on peut pas leur casser du sucre sur le dos parce qu'ils connaissent pas. Ils ne connaissent pas la vie, ils ne connaissent pas le monde forain. Maintenant, j'invite n'importe quelle personne à venir à la rencontre d'un forain et de se lier d'amitié pour connaître notre vie. Aujourd'hui, nous, on a un boulot qui est très 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 difficile. On nous parle d'espèces, comme tu viens très bien de le dire, l'espèce est de moins en moins en circulation. Mais ensuite, il ne faut pas oublier que les manèges qu'on achète ne sont pas du tout payés en espèces. Donc, ce stéréotype-là, il n'a pas lieu. Oui, comme les voitures, c'est des crédits, en fait, vous vous endettez pendant... Tout simplement, mais pour faire des crédits, il faut de l'argent. Ils ne donnent pas des crédits par la bonne volonté de banquiers. C'est totalement... c'est ubuesque. Complètement. Aujourd'hui, la nouvelle génération foraine, c'est complètement mis à la page. Sur chaque attraction, sur chaque stand de bouffe, des stands de tire-ficelle à la pêche au canard, et j'en passe, prennent la carte bleue. Tout le monde prend la carte bleue. De toute façon, ce qu'on le disait, il n'y a plus d'espèces en circulation, donc vous vous adaptez au mode de Je dirais de pas qu'il y a règlement. plus d'espèces. Il y a encore des espèces, parce que ça serait mentir de dire que nous prenons 0 € d'espèces. C'est pas vrai. Comme mais tout vous vous commerce. adaptez simplement au mode de règlement, on va dire. On s'est adapté, mais on s'est pas adapté simplement au mode de règlement parce que les gens n'ont pas d'espèces. On s'est adapté à ce mode de vie-là, enfin à ce mode de commerce-là, parce que pour acheter notre matériel, on a besoin de ça. Une sorte de compte, de bilan. Il n'y a aucun fabricant en Europe qui dit, écoutez, nous on veut bien plusieurs centaines de milliers d'euros en espèces, ça n'existe plus, c'est terminé. Bien sûr. Les fabricants de manèges ont besoin de virements bancaires, ont besoin de tout ça. Donc nous, l'espèce, on en prend à la hauteur de ce que on peut recevoir, mais bien évidemment que... De toute façon, il y a les services de l'État, et comme tout citoyen, en fait, vous dépendez des mêmes lois. Et exactement, donc, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est français avant tout. On ne peut pas avoir de l'espèce en circulation comme certains peuvent le dire. Notamment sur la Foire du Trône, il y a 2 ou 3, je ne me rappelais plus, des distributeurs automatiques qui sont bien moins utilisés, bien moins remplis par les banques qu'il y a quelques années. Parce que le monde a changé. Les Français vivaient avec de l'espèce. Aujourd'hui, les Français vivent avec leur carte bleue. Maintenant, moi, je peux donner une position au niveau de ce système économique. Je pense que l'espèce, quand même, doit rester en circulation en France pour garder une certaine liberté de commerce. On est obligé, moi, c'est mon avis personnel, je parle que pour moi. Mais je pense que oui, il faut garder ce système économique. Après, les préjugés, comme tu m'as demandé, nous, on n'est jamais vraiment attaqué directement de ces préjugés-là. C'est souvent plutôt à l'école, nos enfants qui sont plus touchés parce que ils nous demandent si on a l'eau courante chez nous, ils nous demandent si on a les toilettes, ils nous demandent si on a l'électricité. Bien évidemment, on est en 2025, on est comme tout le monde. Oui. J'ai un smartphone, certains peuvent avoir une montre connectée, on a une télévision, on a des antennes paraboliques pour capter la télévision. Est-ce que tu as subi, toi, ces préjugés, ou je crois que tu as une sœur? Oui, bien sûr. Qui est aussi foraine. Alors, ma sœur, c'est un parcours un petit peu différent du mien. Moi, je suis complètement forain. C'est mon unique mon unique activité professionnelle. Par contre, ma sœur, elle est restée foraine, mais c'est un petit peu différent, comme je viens de te le dire. Elle a commencé à monter des magasins dans le sud de la France. Donc, comme je t'expliquais tout à l'heure, nous, on vient du sud de la France, mais elle y est restée, à Nice. Elle a monté des confiseries foraines. Donc, tout ce qui est churros, crêpes, gaufres, berlingots. Comment ça s'appelle, si on veut aller se faire plaisir? Eh bien, ça s'appelle Ballanger. Ballanger. Exactement. Et elle est en train de monter son 3e magasin. Donc avec son époux, ou peut-être son époux qui s'appelle Régis Ballanger. Ah, donc voilà, ils ont récupéré le nom parce que c'était une famille de confiseurs. Nous, on nomme ça comme ça. C'est une famille de confiseurs. Et ma sœur, donc,
a suivi son mari dans son métier. Et donc c'est une Ballanger maintenant, c'est plus une. C'est ça. C'est plus une Ballanger Cohen. Ah, Ballanger Cohen, elle a On gardé. garde toujours le nom Cohen. Il y a des féministes chez les Foraines. Il y a beaucoup de féministes chez les Foraines. C'est des patronnes chez vous les femmes. De toute façon, on est tous des patrons. Faut savoir un truc, c'est que les filles, les garçons, tout le monde est patron chez nous. C'est bien. Et ma sœur, donc elle est en train de monter son 3e magasin. Elle a déjà 2 magasins implantés à Nice. Le premier qui se situe à Jean Médecin, le deuxième dans le Vieux-Nice. Et elle monte par contre une boutique foraine qu'elle avait déjà quand ils faisaient les fêtes foraines à l'époque. Ils l'ont gardée et ils montent pendant presque 5 mois de l'année sur la place Masséna à Nice, on va dire de la période de Noël, un petit peu avant, jusqu'à la période du Grand Carnaval de Nice. Donc qui est en janvier, qui est en... Le Grand Carnaval, si je dis pas de bêtises, oui, ça doit être janvier-février dans ces dates-là. Qui est plutôt une période creuse pour vous dans le reste de la France quand même. Alors, généralement, nous, on appelle ça des saisons. Nos saisons, nous, ils démarrent en fait comme les saisons hivernales. On démarre, pour la plupart des forains, à la Foire du Trône. Il y a certains forains qui font quand même des foires en amont, mais la plupart des forains commencent pour la Foire du Trône. Donc, on va dire le montage, parce que la foire commence au mois d'avril, mais la vie foraine commence pas le jour de l'ouverture, elle commence bien avant. Oui. Donc, pendant le montage, les premiers forains qui arrivent sur le site, ils arrivent début mars, parce qu'il faut l'installer, c'est un gros bébé à installer. Et donc, il commence le montage début mars. Et ensuite, nous, on appelle ça une tournée. Donc, on fait tourner nos manèges toute l'année, généralement, jusqu'à la période de Noël. D'accord, donc ça, c'est un peu l'aspect, on rentre dans vos vies quelque part, mais c'est pas connu forcément par les auditeurs. Non. C'est quelque chose qui est pas connu, mais moi, je l'apprends, même si je fréquente les forains. Tu nous le disais, donc toi et ta sœur, vous avez vécu un peu quand même ces stéréotypes et ces clichés. Vous avez ressenti à l'école ou des moqueries ou des. Est-ce que on parle beaucoup de harcèlement scolaire, c'est quelque chose qui revient beaucoup chaque rentrée scolaire parce qu'il y a des problèmes. Est-ce que dans la communauté foraine, c'est quelque chose que vous avez ressenti comme ça? Peut-être que le mot n'est pas bon, mais est-ce que vous avez senti spécifiquement sur vos enfants des atteintes un peu comme ça? Alors, du fait de votre appartenance à la communauté foraine, quoi. Oui et non, parce que certains on est un petit peu discriminés dans le système scolaire, parce que certaines écoles ne veulent pas de nos forains, ne veulent pas de nos enfants. De vos enfants, hein. Pourquoi? À eux de nous le dire, ils ne nous donnent pas vraiment de réponse, mais ils ne veulent pas prendre les enfants durant l'année. Ensuite, je dirais que ça nous renforce d'un côté. Les forains sont des gens avec un mental assez fort. On est, comme j'ai pu te le dire tout à l'heure, on va à l'école jusqu'au collège généralement. Il y a quelques forains qui vont plus loin, qui font le lycée, qui font l'université, mais pour la plupart des forains, on est autodidacte. On apprend sur le tas, nous. Hein. On apprend à brancher un fil électrique, on apprend à brancher à la plomberie, on apprend à faire les montages de manèges. Pour rentrer un peu dans le détail, les montages des attractions, les fabricants, ils viennent pas 10 fois nous expliquer comment que ça se monte. On n'a pas de petit manuel pour savoir monter un manège comme celui de mon père, où ils viennent, ils nous montrent un montage, un démontage, mais généralement, par la suite, c'est le forain qui enregistre. S'il a besoin, bien évidemment qu'ils vont venir, ils vont revenir les fabricants, mais le forain est très autodidacte et il est très minutieux sur son matériel. Maintenant, la discrimination que nos enfants ont à l'école, elle est réelle, c'est une certitude. On est un petit peu traité des fois de toutes sortes de noms qui n'ont pas lieu d'être, surtout chez les enfants, qui n'ont rien à voir avec... le système de forains, pour l'instant, c'est des enfants. Maintenant, ce qu'on peut constater, c'est que ça renforce beaucoup le mental. Est-ce que quelque part, ces discriminations et le manque d'écoute et l'incompréhension et le manque de dialogue, et même et en fait, c'est le manque d'écoute qui entraîne aussi, comme il n'y a pas de dialogue et une absence de dialogue, est-ce que c'est aussi peut-être ça qui a entraîné des images qui sont restées historiques, qui aujourd'hui, quand on parle forain, on pense à des noms, Marcel Campion, on pense à des noms ou de certaines manifestations revendicatives, de blocage de périph', de blocage de préfecture ou de mairie. Est-ce que quelque part, c'est pas ce manque de dialogue qui parfois vous a poussé, et c'était peut-être même pas de ta génération, et c'était peut-être pas même de ton
t'étais même peut-être même pas né quand ça a commencé ces revendications. Mais est-ce que c'est ça qui a entraîné un petit peu des fois l'obligation de se mettre dans une posture, bon, on va devoir aller manifester pour nos droits et on va devoir se faire entendre? Oui et non. Je dirais pas. Je vais pas spécialement prendre de position sur ça parce que faire une manifestation, comme tu le sais, c'est pas avec plaisir que tu vas manifester. Tu y vas parce que tu as des. Oui, vous voulez travailler, vous, en fait. On y va avec des revendications qu'on veut faire entendre. Maintenant, Marcel Campion a fait avancer la cause foraine sur plein de sujets. Nous, ce qu'on veut, c'est la discussion pacifique. On veut pas le rapport de force. Pour être tout à fait honnête avec toi, et je vais pas m'en cacher, j'ai bien l'impression que le dialogue avec les forains est très compliqué. Pas dans le sens compliqué que les forains sont des têtes dures, compliqué parce qu'aujourd'hui, comme on n'est pas vraiment reconnu comme commerçants, ils se permettent certains droits qu'ils ne se permettraient pas avec certains corps de métier. Aujourd'hui, ça fait beaucoup de fois que je vais le répéter, mais il n'y a que le rapport de force qui fonctionne. C'est ce qu'il nous donne l'impression, car aujourd'hui, la foire du trône est en baisse de fréquentation. On a un gros problème sur la fréquentation depuis quelques années. Mais ça n'a pas commencé depuis 1 an ou 2 ans. On a certains chiffres depuis une bonne dizaine d'années qui sont en baisse. Comment t'expliques ça? Est-ce qu'il y a multifactoriel? Alors, comment j'explique ça? C'est très simple. Il y a 3 gros problèmes à pointer du doigt. Nous, aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est mettre à l'honneur la sécurité de la foire. Nous, on veut vraiment expliquer à tous nos clients que la foire est en sécurité quand on vient s'y promener. Mais avec ça, nous, on fait intervenir des compagnies de sécurité privées qu'on prend à nos charges. Il y a le filtrage qui est mis à l'entrée par la mairie de Paris, mais les compagnies de sécurité privées qui sont à l'intérieur, que vous voyez des fois sur certains stands avec le brassard sécurité, c'est les forains qui les mettent de leur plein gré. Aujourd'hui, nous, on est en pleine discussion avec la mairie pour vraiment renforcer encore la sécurité, pour vraiment montrer, faire un message important à toute la population que la foire est un site très, très, très bien encadré. On veut de la police, on veut tout ça. Il y en a, d'ailleurs, il y a beaucoup de police qui s'y promènent. Mais on veut encore toujours plus. C'est quand même un petit peu le projet, c'est d'améliorer d'année en année cette foire. Il y a eu des événements qui s'y sont passés par le passé. Nous, c'est de plus jamais retrouver ce genre d'événement. Oui, puis en plus, quelque part, c'est un peu le même cinéma parce que, en fait, chaque année, on sait très bien que le premier week-end, il y a de l'affluence et il n'y a peut-être pas les effectifs de police pour différentes raisons. Hein, parce que des fois, il y a le week-end des fois, il y a le week-end du 1er mai où il y a d'autres manifestations syndicales qui dégénèrent, où il y a un besoin de présence de police et quelque part, vous subissez en fait le manque de moyens général de la police nationale, peut-être globale, qui fait que des fois, il y a des jours où... vous, il y aurait besoin d'une présence nécessaire pour votre foire, mais il y a d'autres problèmes dans le pays et il n'y a pas assez de moyens pour la police et vous subissez ce manque de moyens, peut-être aussi sur votre foire à certaines dates. Oui. Bon, après, nous, on les a ciblés les week-ends qu'on a besoin de... C'est ça. On la connaît, la foire. Oui, vous êtes des professionnels. Bien sûr, on sait. Vous pourriez même, en fait, vous êtes comme un mini-État. La foire du trône, c'est un peu c'est une gouvernance un peu... c'est une micro-société dans la société. C'est un peu... On peut dire ça comme ça. Maintenant, nous, ce qu'on veut, on fait des demandes, c'est pas pour embêter le préfet ou pour embêter le ministre qu'on demande de la sécurité. On fait des demandes parce que nous, on veut que notre clientèle soit rassurée en venant sur la foire. Nous, on tient à notre sécurité. C'est un événement qui est organisé par une mairie. Donc aujourd'hui, on veut que tout se passe pour le mieux possible. Et en plus, vous louez vos stands cher. Enfin, c'est un investissement. Oui, bon, après, ça c'est encore... c'est le métier. C'est encore autre chose. Il y a des foires qui sont très peu chères. Il y a des foires qui sont très chères. Bon, mais il y a des foires où, par exemple, si on prend le calcul et si on prend justement ton argument, il y a des foires où vous payez pas très cher, mais qui sont très très bien sécurisées. Exactement. Même mieux, parfois. Il y a des foires qui sont, à mes yeux, des fois mieux organisées, avec un plus petit budget. Bon, il y a beaucoup moins de forains, mais on va dire que l'argent va au bon endroit.
C'est ça. Il y a certaines foires qui sont qui sont gérées par des mairies, et on va dire qu'ils jettent un peu l'argent par les fenêtres, quoi. Il y a des appels d'offres qui sont lancés à tout va pour en rien. On a plusieurs appels d'offres pour la foire du trône qui, à mon avis, peuvent être remplacés par d'autres prestataires bien moins chers, bien plus efficaces sur plusieurs choses. Après, on va pas taper sur le dos des prestataires. Eux, ils font une proposition, la mairie l'accepte. C'est des marchés publics. Voilà. Après, il y a quand même votre volonté, on le sent dans ton discours. Vous voulez juste que vos participants soient sécurisés. Et en fait, ça part juste d'une bonne intention. Il n'y a pas seulement ça. La sécurité, c'est un point. C'est ce qu'on va mettre... moi, cette année, j'ai été réélu par les forains de la Foire du Trône à l'unanimité. Nous, ils m'ont élu un petit peu pour marquer le coup. Parce que c'était un comité qui était en place depuis plus d'une dizaine d'années. Ils faisaient très très bien leur boulot. C'est des gens qui faisaient très bien leur boulot. Et en plus, on les connaît, parce que Karl, petit Louis, Louis Joubert, que je salue, et d'ailleurs on lui rend hommage, les premières initiatives sociales qu'on parlait en propos au début de l'émission, étaient les instigateurs de ces opérations sociales. Bien sûr. Et voilà. Après c'est un vote démocratique à l'unanimité. Et voilà, maintenant, comme je te dis, on a marqué le coup parce qu'aujourd'hui, la mairie ne veut plus que la foire fonctionne. Ouais. Il y a une volonté politique pour dire que la foire ne doit plus exister. Aujourd'hui, ils peuvent très bien nous aider à redonner du souffle, mais on a l'impression de cette volonté politique. C'est le ressentiment que vous avez. Aujourd'hui, on a un gros problème avec les accès pour accéder sur la Foire du Trône avec un véhicule. Ils nous ferment le périphérique parisien. Ah oui. Le périphérique, la bretelle de la porte de Charenton est fermée exceptionnellement pour la Foire du Trône les jours de forte influence. Les jours de vacances, les jours fériés, certains périmètres de la ville de Charenton et des rues du 12e arrondissement sont fermées pour empêcher l'accès donc à la foire. Vous sentez quand même... Bien évidemment, on a une suppression de parking aussi. Ce qui n'est pas normal. Aucun événement de cette ampleur ne peut ne pas avoir de parking. Alors ils veulent nous mettre des parkings à 3, 4, 5 km de la foire. Vous comprenez que ça ne va pas. N'importe quelle personne qui a du bon sens ne peut pas dire c'est très bien, je vais faire 5 km pour aller sur la foire. Ce n'est pas possible. On a des parkings qui existent, qui sont aux abords de la foire, qui sont aujourd'hui pris par des voitures de forains. C'est les voitures de forains qui se stationnent. Mais on nous explique aujourd'hui que ces parkings-là ne peuvent pas être utilisés pour la foire. Comme j'ai répondu à certains représentants, pourquoi nous, forains, on aurait le droit de se garer, mais nos clients n'ont pas le droit de se garer? C'est une question de bon sens, en fait. Demain, on demande aux forains d'enlever leur voiture pour aller s'y garer. C'est avec la meilleure volonté du monde que tous les forains vont faire travailler le commerçant de Charenton-le-Pont qui a un parking privé. Nous, on est totalement pour donner un abonnement de 2 mois, 3 mois à ce commerçant-là pour récupérer un parking privé. Et nous, on fait don de notre parking qui était à la base un parking client qui est devenu un parking... En plus, vous avez des solutions on a les solutions. On nous reproche de submerger Charenton. Alors, la reproche est que la bretelle de Charenton a été fermée pour que les riverains de Charenton soient plus tranquilles. Pourquoi? Parce qu'on nous explique que quand la bretelle de Charenton est ouverte, la ville est submergée. Mais c'est une conséquence de leur décision. Pourquoi elle est submergée? Parce qu'ils nous ont fermé les parkings. Oui, c'est ça. Les gens on va pas se cacher les choses. C'est ce que vous subissez un petit peu quelque part dès que vous avez un blocage dans une ville, c'est peut-être aussi ce que vous subissez. L'exemple de la Foire du Trône est peut-être un exemple et un miroir de différents épisodes que vous pouvez subir aussi dans le monde forain. Franchement, j'espère pas que les autres communes agissent. Ouais, c'est quand même unique ce qui se passe ici. Oui, c'est quand même unique. Je pense qu'ils veulent nous faire partir de nous-mêmes. Ah oui. Voilà. Là, on le ressent, cette volonté politique.
que les plus hautes instances veulent. Oui, et puis vous n'êtes pas naïf, vous avez l'expérience du métier, puis cette transmission, vous êtes forain de génération en génération, donc à la fin, on ne peut pas vous la faire non plus. Non, on ne peut pas nous la faire. On la connaît, la foire, c'était l'une des meilleures foires d'Europe. Cette année, en 2025, ça va être, pour ma part, la plus petite foire de mon année. C'est fou. Je vais être quasiment à 100% de déficit. Je vais repartir de cette foire avec des dettes. Donc. Alors qu'à la base, mes grands-parents venaient sur ce site pour investir pour l'avenir. Ils venaient faire la fête foraine, enfin la foire du trône. C'était le moment de l'année que on gagnait assez d'argent pour pouvoir se projeter pour l'avenir. Si on voulait s'acheter un nouveau stand, remoderniser certaines choses de son manège, changer de caravane, parce que les caravanes vieillissent, c'est comme tout. Au bout d'un moment, c'est pas une caravane, c'est pas une maison. C'est une semi-remorque, pour la plupart, qui se déplie et qui se replie. Donc au bout de 20 ans, 25 ans, 30 ans, il faut comprendre que soit on la remet en état, soit on la change. C'est de l'hydraulique, c'est de l'électricité, c'est un... Bon, enfin bref, pour vous la faire quoi. Non, mais c'est intéressant de rentrer dans ce monde. Mais aujourd'hui, nous, on va partir de la foire du trône avec des dettes. Alors aujourd'hui, moi, je peux te dire, Michael, que les forains peuvent continuer à faire cette fête, même qu'ils partent avec des déficits. C'est pas ça le problème. On va se battre pour la garder. Nous, on va continuer à faire cette fête parce que c'est un événement qui est très important pour le monde forain. C'est la plus grande fête foraine d'Europe. Et c'est un peu le ciment aussi de vos traditions et du patrimoine que vous... C'est un truc qu'on peut pas lâcher. Ouais, c'est quelque chose que tu... C'est quelque chose qui est... C'est un genre de monument de la fête, en fait. C'est un monument des forains. C'est représentatif. La foire du trône est la plus grande foire d'Europe. Il y a les dernières attractions les plus modernes qui y viennent, les nouvelles générations de machines à pièces, donc nous on appelle ça des cascades, les dernières générations de machines à pince, les dernières générations de manèges enfantins, les manèges adultes, en général, toutes les nouveautés qui sortent des usines des fabricants viennent sur cette foire. Aujourd'hui, nous, on est un genre on pourrait dire d'exemple pour les autres foires. Et puis vous avez aussi, au-delà d'être un phare pour les autres foires, c'est quand même sur cette foire que vous avez vu grandir vos enfants, que vous avez les premiers pas. Tu me disais que tu as une fille... Mais moi, j'ai mes plus beaux souvenirs sur cette foire. Voilà. Moi, j'ai rencontré ma femme sur cette foire. C'est fou. Aujourd'hui, on a un enfant, mais la première fois de ma vie que j'ai vu ma femme, c'était à la foire du trône. Qui était aussi foraine. Qui était aussi foraine, du coup. On s'est rencontrés là-bas. Donc tu vois, c'est quelque part, on peut pas retirer là aussi la part de... Parce qu'il y a beaucoup d'humain et d'humanité et de un lien lié au cœur aujourd'hui, où au-delà de l'aspect entrepreneurial financier et le symbole du patrimoine de la foire du trône, c'est vos vies de famille où vous avez vu peut-être les premiers pas de vos enfants, les accouchements. Voilà, j'ai vu beaucoup de femmes enceintes sur la foire. La famille, c'est aussi, voilà, c'est vos souvenirs. Oui, c'est nos souvenirs. Nous, comme j'ai pu te dire, c'est une ville dans la ville. Nous, c'est nos voisins, c'est nos cousins, c'est nos frères, c'est nos sœurs qui sont sur la fête. On a tous notre vie de famille. Il y a des restaurants sur la foire. On va au restaurant, on se retrouve entre forains. Mais aujourd'hui, on ne fait pas des tables de 50 forains. On fait des tables de 5 personnes. À côté, tu as ton voisin de sur la foire. On se dit bonjour. On parle entre nous. Après, on va chacun avec sa famille. C'est une communauté qui est à part entière. C'est une communauté à part entière. Et c'est un mode de vie qui est très similaire au mode de vie sédentaire, en fait. C'est juste que nous sommes des commerçants itinérants. Mais sinon, le fond, c'est pareil que pour une société sédentaire. On se lève, on amène nos enfants à l'école, on va faire nos courses. Les papas ou les mamans font l'entretien des manèges. Après, le papa ou la maman fait à manger. Bon, chez nous, c'est plus généralement la maman qui fait le repas et le papa qui fait l'ouverture du stand. Après, la maman vient tenir le stand, parce que comme je t'ai dit tout à l'heure, on est des patrons, mais il y a aussi des patronnes. Les femmes sont des patronnes. Exactement. Ensuite, les enfants sortent de l'école. C'est juste que nous, au bout de 2 ou 3 mois d'installation, on prend tout notre matériel et on fait quelques kilomètres et on s'installe à la foire suivante. Mais la vie reprend
elle ne s'arrête pas à la fin de la foire. Nous, on reprend notre mode de vie tout de suite après. C'est ça qui est peut-être aussi peu connu. C'est que les gens vous disent, ouais, ils viennent 3 mois et après ils repartent. Moi, par exemple, je vais à la fête de Saint-Germain-en-Laye. Hein. Après la foire du trône, je vais faire 50 km, 60 km. Le matin, ma femme, elle amène les enfants à l'école. Sa vie, elle va faire les commissions et tout ce qu'il y a à faire avec. Je replie la caravane, je plie le stand. Hop, je prends le camion, j'arrive là-bas, et elle me rejoint directement avec la petite ou les enfants chez moi, et voilà, la vie continue. On est passé de là-bas à là-bas, il s'est pas passé sa journée, elle se l'est passée totalement. Donc toi, c'est combien de foires par an à peu près Moi, je suis à 5 fois par an. Alors moi je suis quelqu'un qui fait des foires de très longue durée. En général, les foires durent entre 1 mois, voire 2 mois. Ensuite, on perd généralement un week-end, voire 2 week-ends entre chaque foire. Donc quand on dit 1 à 2 week-ends, ça fait entre 1 semaine à 2 semaines. Et je te dis, on en fait 5, plus un marché de Noël. Et sachant qu'il faut aussi entretenir peut-être les liens avec les élus locaux ou avec à chaque fois, il faut préparer la venue. Il y a quand même pas mal de... C'est très important, la communication avec les élus locaux. C'est quelque chose qui est primordial. Nous, on prépare déjà l'édition 2026 pendant l'édition 2025. On essaye toujours de prendre pas mal d'avance pour les années à venir. Moi, aujourd'hui, on a terminé la foire du trône, et on avait déjà dans la tête la foire du trône de 2026 et même la foire du trône de 2027. Ouais, donc en fait, quelque part, tous ces blocages là de périphériques, de bouches de métro, ces entêtements qui sont quand même rares, j'espère, mais vous, ça vous empêche de travailler en fait. On est vraiment sur... Nous, aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est travailler sereinement. On en a marre de toutes ces guerres, on en a marre de tout ça. On est capable d'améliorer les choses, on est capable d'apporter des solutions, mais on veut que les mairies, les préfets nous écoutent, nous trouvent aussi des solutions, parce qu'on n'a pas que nous les solutions. Pourquoi pas que les solutions viennent aussi de leur côté? Mais le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que, comme je te le répète, cette volonté... elle est politique de nous arrêter, de nous empêcher de travailler. C'est bien que c'était cette liberté de parole et je pense que c'est aussi pour ça que tu as été élu et que tu vois, mais est-ce que quelque part, tu disais que tu partageais aussi les deux cultures, à la fois de la communauté juive et à la fois du monde forain, quelque part c'est des personnes aussi qui allaient dans les sombres temps de l'histoire, les deux avaient été ciblés. Ah oui, 39-45. Voilà, donc c'était un peu les deux allaient dans le même train, on va dire, dans le même wagon vers la même destination. Est-ce que, même si on ne peut pas comparer aujourd'hui avec ce qui se passe politiquement, mais est-ce que quelque part, la persécution et l'histoire que vous avez connue dans le monde du voyage, aujourd'hui, ça ne vous donne pas de la force d'affronter ces épreuves? Quelque part, vous êtes armé à résister à ces coups-là. De toute façon, on va résister. C'est même pas envisageable aujourd'hui d'abandonner une foire comme ça. Et peu importe la taille de la foire, que ce soit une petite foire de village ou une grosse foire de la capitale, aucun forain ne veut lâcher sa foire. Aujourd'hui, nous, on est des commerçants et on veut se faire respecter en tant que commerçants. On n'est pas des voleurs, on ne vient pas dans les villes pour foutre le bordel, pour casser les vitrines des magasins. Et en plus, souvent, vous faites même vivre économiquement, parce qu'en fait, quand vous êtes là, quand vous vivez dans la ville, vous consommez dans les commerces autour, et vous, en fait, vous allez dans les commerces de proximité des villes où vous êtes installés, et vous faites vivre. Il y a un cercle vertueux économique où vous redistribuez l'argent que vous gagnez pour les commerçants autour. Donc quelque part, les mairies devraient, ou le sont même, il y a beaucoup de... Moi, j'ai assisté à des scènes d'applaudissements dans certaines communes dans le sud de la France, où quand vous arrivez avec les caravanes, il y a des scènes d'applaudissements à chaque fois que vous revenez, les 2 mois, 1 mois, 3 semaines où vous venez, avant même les marchés de Noël ou des choses comme ça, on voit les scènes d'applaudissements d'habitants qui sont très heureux de vous voir arriver, parce qu'ils savent aussi que leur 30% de chiffre d'affaires par an, c'est un peu vous qui le donnez aussi quelque part indirectement. Ah ben, comme on a déjà parlé tout à l'heure, au début du podcast, on est une plus-value pour les villes. Ah oui. On arrive dans les centres-villes, on fait vivre le commerce de proximité. Tout le monde travaille, que ce soit la laverie, que ce soit le pressing, l'épicerie, le restaurant, n'importe quel commerce est vivant. La pharmacie, tous les commerces existent. Enfin, je dirais pas existent, mais vous participent à notre vie. De toute façon, on est comme tout le monde. On le répète, on est des Français, des humains qui consomment dans les magasins. On n'a pas de commerce à notre disposition sur les foires. On sort de la foire. Moi, ma femme vient faire les commissions ici dans Charenton
pendant la foire du trône. Comme À la toutes les- fête des loges, elle va à Saint-Germain-en-Laye. on les faire voit, ses on les commissions. voit sur le marché, les femmes de forain. Bien sûr, le marché. Et c'est des visages qu'on voit pas d'habitude, donc on sait que c'est des nouveaux visages. Bien sûr. Donc on sait que c'est des visages de forains de la foire du trône. Et puis, il y a aussi autre chose, c'est que l'économie qui vient de la fête foraine est une très bonne économie. Pourquoi ? Parce que nous, nos clients, ils viennent de Charenton. Donc nous, on vient consommer à Charenton avec l'argent des Charentonnais. Parce qu'ils sont venus les dépenser sur notre foire et nous, on vient leur redonner. Oui, et puis même au-delà de ça, moi je vois, on accompagne le jeudi soir sur engagement charentonnais des jeunes sur l'accompagnement de CV et d'alternants. Vous employez aussi, donc vous payez des charges sociales et vous employez des Bien Charentonnais sur les stands. Bien sûr, dans chaque Ok. ville, il y a toujours un jeune qui vient pour trouver un petit job. Là, cet été, combien il va y avoir de personnes de Saint-Germain-en-Laye qui vont venir vouloir faire leur petit job d'été à la fête Ah bah là des déjà loges. on en a compté déjà une quinzaine juste de gens on qu'on est- connaît sur nos ateliers. Hein, Nous, on donc, est 228 exposants donc à la foire du trône. Il y a plus de la moitié qui recrutent du personnel au montage de la foire, pendant le montage de la foire. Mais on fait travailler les Charentonnais, mais aussi les villes à proximité. C'est ça. Il n'y a pas que les Charentonnais. On a des personnes d'Ivry-sur-Seine qui viennent demander du boulot parce qu'ils savent, ils viennent avec leur CV, ils viennent demander aux forains pendant la période de montage de travailler. Il y a des personnes de Noisy-le-Grand, des personnes de Maison-Alfort, même des Parisiens qui viennent pour travailler sur les fêtes foraines. On fait travailler la jeunesse. Parisienne. Bien sûr, ouais, et même de chaque ville où vous vous implantez. Bien sûr, bien sûr. Où vous vous implantez. Pour venir un petit peu sur les projets, c'est quoi les projets de la Foire du Trône ? Donc tu viens d'être élu président avec ce comité. Tu m'as parlé brièvement des différents comités. C'est quoi un peu l'impulsion de ta mandature et quels sont un peu les projets tu espères pouvoir mettre en place C'est un mandat de combien de temps le mandat de président de la Foire du Trône ? Alors, c'est un mandat qui doit durer 5 ans. Pendant ce mandat, moi, ce que je vais vouloir essayer, c'est de retrouver un dialogue positif avec les mairies et les préfets. Aujourd'hui, le dialogue, il n'est pas négatif, mais il est au point mort. C'est-à-dire que toutes les demandes qui sont faites ou ont été faites par l'ancien comité n'aboutissent pas. D'accord. Aujourd'hui, nous, ce qu'on veut, c'est simplement travailler. Je te le répète, nous, on veut gagner notre vie sur la foire du trône. On veut que les visiteurs reviennent sur la foire du trône. On est en chute libre des visites. Il y a beaucoup moins d'influence qu'aux époques. Notamment 2013, qui a été une année exceptionnelle pour la foire du trône. C'était les 50 ans de la foire du trône en 2013. On avait mis le paquet sur la publicité et ça devrait être un exemple pour les années qui vont suivre. On doit continuer à faire ce qu'on faisait. Il faut qu'on retrouve notre métier comme il était. Il faut qu'on le refasse fonctionner comme à l'époque. Aujourd'hui, on a certaines réponses qui nous expliquent « Oui, mais aujourd'hui, c'est plus comme il y a 10 ans. » Bien sûr que si, c'est comme il y a 10 ans. Quand on va voir des rencontres de football, les stades sont pleins. Quand on va dans des concerts, les concerts sont pleins. Quand on va voir des compétitions de tennis, notamment Roland Garros, c'est plein. Donc pourquoi le monde est capable de se déplacer pour certains événements, mais qu'aujourd'hui, la foire du trône, il ne se déplace plus? Alors, on peut parler de concurrence, parce que c'est vrai qu'il y a plus en plus d'activités en plein air qui se développent, mais pour moi, je pense que les clients de la fête foraine existent toujours, parce que j'ai beaucoup d'amis en France qui sont forains. Ils me parlent de leur foire, et leur foire fonctionne toujours. Alors, il n'y a qu'à Paris que les gens ne veulent plus venir à la foire. C'est totalement ridicule. Les gens veulent venir à la foire. On fait la fête des loges, les gens, ils viennent sur la foire. La foire des Tuileries, au Jardin des Tuileries, l'été, elle est super bien organisée. Il y a beaucoup de monde, beaucoup de touristes. Maintenant, le seul détail qu'on peut se permettre de dire, c'est que les foires organisées par la mairie de Paris, comme la foire à Neuneu, la fête à Neuneu qui se situe à Porte de la Muette, c'est pas tout à fait la mairie de Paris qui l'organise, c'est la mairie du 16e. C'est comme nous, on est rattaché à la mairie du 12e aussi, avec la foire du trône. Et bien ces fêtes-là ne fonctionnent pas. On a constaté que ces deux fêtes-là ne fonctionnent pas. En ce moment, il y avait la foire qui était à Metz, à Nancy, dans l'est de la France. Il y a eu la fête à Lille, dans le Nord-Pas-de-Calais, enfin dans les Hauts-de-France. Il y avait des fêtes dans le Sud, dans l'Ouest.
toutes les fêtes fonctionnent. Mais les fêtes à Paris ne fonctionnent plus. Donc il faut quand même se poser la question, pourquoi les fêtes à Paris ? De la gouvernance et de la manière d'organiser, etc. Il y a un monde, je pense qu'il y a un record de visites à Paris pour 2025. D'ailleurs, il y a eu les Olympiques en 2024. Il y a du monde dans Paris. Il y a du monde. Donc, il y a un problème avec la fête. Donc, tu penses que par ton mandat et par, du moins, c'est la volonté et l'ambition de ton équipe, c'est de pouvoir aussi avoir de l'influence sur la mairie de Paris pour améliorer l'organisation et la coordination de cet événement. Nous, on veut que la mairie de Paris mette le paquet. C'est un événement qui est organisé par eux. C'est eux qui organisent la fête foraine. Ils devraient mettre le paquet. Ils devraient avoir des bons retours. Ils devraient être fiers d'organiser un événement comme ça. Aujourd'hui, il n'y a aucun retour positif ou négatif de la part de la mairie de Paris. Ils ne nous parlent pas. On ne sait pas ce qui s'y passe. On ne sait pas les décisions qui y sont prises. On a certains représentants qui sont là, qui s'occupent, parce que comme c'est eux qui l'organisent, on est obligé d'avoir des représentants de la mairie de Paris. Mais c'est des questions qui sont demandées du côté des forains et qui sont toujours sans réponse. Maintenant, objectif, et tu penses que c'est réalisable à terme à partir de l'année prochaine, que tu pourras, parce que tu viens d'être élu, mais ta prise de fonction elle arrive effective et sur la prochaine foire en fait, c'est tout de suite après cette foire-là. Dès qu'on démonte, dès que le démontage commence à avoir lieu, moi je rentre en fonction. Donc on suivra le dossier en tout cas. Il y a un peu, on va dire, une tradition sur le podcast. Mais bon, comme tu es quelque part un jeune entrepreneur, peut-être qu'on va inverser la question. On demande souvent qu'est-ce que tu dirais à la personne, mais on peut le faire aussi. Qu'est-ce que tu dirais un petit peu aux jeunes enfants qui vivaient sur les foires, qui auraient cru que tu pourrais être aussi jeune, parce que tu as quel âge aujourd'hui ? J'ai 30 ans. À 30 ans. Donc qui aurait cru que le président de la Foire du Trône, alors que les votants en plus sont des personnes quand même plutôt pas âgées, mais il y a quand même un panel et un éventail d'âge où les entrepreneurs votants sont quand même des personnes quand même plus âgées que toi. Oh oui, bah la plupart des votants sont plutôt de l'âge de mes parents que de mon âge. Il y a des jeunes entrepreneurs, mais les titulaires d'emplacement... La majorité des titulaires, en tout cas, qui ont fait le choix d'un jeune entrepreneur de 30 ans en tant que président, alors qu'on salue d'ailleurs la présidence de petit Louis Joubert et puis les précédentes présidences, mais aux côtés de Karl. Mais c'est vrai que le choix a été fait de se porter vers un jeune. C'est un choix de l'avenir, un choix de la relève. Et c'est vrai que c'est des sujets qu'on porte, nous, dans la relève associative et d'entrepreneurs sociaux dans l'association Engagement France Solidarité. Mais c'est vrai que, qu'est-ce que tu dirais, d'une part, au jeune Tom, est-ce qu'il aurait cru, et qu'est-ce que tu donnerais comme conseil si tu lui parlais un petit peu au jeune Tom, je sais pas moi, de 10 ans, tu vois, il y a 20 ans en arrière. Et puis, qu'est-ce que tu dirais peut-être même à ton enfant, parce que quelque part, t'as un jeune enfant qui veut démarrer dans la vie foraine. Est-ce que tu le vois dans ce métier, voilà, et quelle discussion et quel échange t'aurais si tu devais lui donner un conseil ? Alors, pour parler de mon enfant, j'espère sincèrement qu'il pourra faire ce métier. S'il prend le choix de devenir forain ou foraine. Parce que du coup, j'ai une petite... T'as commencé avec une fille. J'espère sincèrement qu'ils vont continuer ce que nos ancêtres ont déjà mis en place, c'est-à-dire donner de la joie et de la bonne humeur aux populations. Maintenant, les positions qu'ont certaines mairies avec les fêtes foraines doivent changer pour ça. Donc j'espère que, grâce à ma présidence, déjà, nous, on arrivera à faire changer la façon de penser de la mairie de Paris pour notre situation. Ça va être le but, mon but ultime, c'est de recréer ce dialogue et que ce dialogue soit positif avec des actions concrètes de leur part. Donc j'espère vraiment que ma fille va pouvoir être foraine. Ensuite, tu me demandes de parler de moi, enfin de me parler à moi plus jeune. Qu'est-ce que je pourrais te dire ? Déjà, premièrement, j'aurais jamais cru un jour être président de la Foire du Trône, sincèrement. C'était même pas quelque chose que j'aurais envisagé plus jeune. Ça s'est fait naturellement. Comme on peut le voir, 30 ans, c'est assez inhabituel pour devenir un représentant. C'est plutôt des gens, comme tu le dis, un petit peu plus âgés. C'est généralement des personnes, on dira qu'ils ont plutôt 50 ans, qu'ils ont de l'expérience dans le domaine de leader, on va dire. Parce que moi, aujourd'hui, j'ai jamais
participer à des organisations de foires. C'est un nouveau challenge. Mais tu as le poids, la confiance de la responsabilité quand même de beaucoup d'entrepreneurs qui, on le rappelle, au-delà d'apporter du bonheur aux gens, qui font vivre leur famille grâce à ce métier. Donc tu as quand même le poids de la confiance qui est assez quand même lourd sur tes épaules de ces gens-là qui sont peut-être depuis 30 ans, depuis 5, 6, 10 générations, se disent aujourd'hui on veut que ce soit Tom Cohen 30 ans qui nous représente auprès des pouvoirs publics. Alors, il faut savoir que la Foire du Trône, c'est une grande entreprise. Il faut prendre ça comme une entreprise. Parce que on a de l'argent. Les forains nous font confiance, nous donnent de l'argent à notre association pour tout ce qui est publicité, communication, animation, défense aussi, parce qu'on a besoin d'argent pour établir une certaine défense contre les personnes qui nous attaquent. Je pense que les gens m'ont fait confiance aujourd'hui parce que, d'une première part, tout le monde me connaît. Nous, sur les foires, comme j'ai pu te l'expliquer, les forains se connaissent depuis toujours. On est voisins, on est frères, on est sœurs, on est cousins. Donc, on se connaît tous. Bien sûr. Maintenant, pour être tout à fait honnête avec toi, on connaît les personnes qui gèrent très bien leur entreprise et celles qui les gèrent un petit peu moins bien. On citera pas de nom. On citera pas de nom. Maintenant, les forains, je pense qu'ils ont eu confiance en moi pour deux raisons. La première, c'est que je suis quelqu'un qui est plein de bonnes convictions, qui veut que le système forain fonctionne, aille vers l'avant et non à l'arrêt ou vers l'arrière. Nous, on est là pour travailler. Ça, c'est je pense, l'une de mes premières convictions que je l'ai vraiment fait ressentir à ce monde-là. Ils ont compris que moi, ce que je veux, c'est avant tout le travail. On veut travailler, on a été élevé avec cette culture d'être au boulot assez tôt le matin et d'y être très tard le soir. Ce qui me pose pas du tout un problème, parce que c'est notre vie qui est comme ça. Nous, on a une vie... En fait, entre notre vie privée et notre travail, il n'y a qu'un seul pas. Moi, ma caravane, elle est derrière mon stand. Bien sûr. Ça veut dire que je passe la porte de chez moi et je suis dans mon travail. La frontière vie privée vie publique, aujourd'hui, elle est très limitée fine, par une simple porte. Et deuxièmement, je pense que les gens m'ont aussi élu pour ma transparence et ma sincérité. J'ai été très clair avec eux. Moi, j'ai pointé du doigt tous les sujets qui, aujourd'hui, pour moi, sont les sujets principaux de la baisse de fréquentation. Je leur ai pas promis que j'allais réussir à le faire, parce que je suis pas un magicien, j'ai pas de baguette magique. Et surtout que c'est un mandat bénévole, tu n'es pas payé pour ça. C'est totalement bénévole. Moi, ce que je leur ai dit, c'est que j'allais passer tout mon temps à m'occuper de ça au maximum. Maintenant, je suis commerçant, quand il faut que je travaille, je travaille, mais quand j'ai pas beaucoup de clients, que j'ai le temps de m'occuper de cette foire, je m'en occupe. Et le reste de l'année, quand cette foire est terminée, je continue à m'occuper de cette foire. Ça veut dire que pour les prochaines années, moi, la Foire du Trône, je vais la vivre tous les jours. Oui, tu as des réunions en plus presque diplomatiques, puisque politiques, institutionnelles, en lien avec le préfet notamment, les commissaires, la sécurité. Donc voilà, donc tu as quand même le poids. Mais est-ce que tu ressens et comment tu vis ce poids que tu as sur tes épaules de cette confiance de gens qui sont plus âgés que toi? Est-ce que c'est quelque chose qui te heurte, qui t'interpelle, ou tu dis bah voilà, c'est le destin et Alors, il faut savoir deux choses. Moi, mon père, je vais un petit peu m'écarter du sujet, mais c'est pour mieux revenir plus tard. Moi, mon père, à 22 ans, il m'a fait une proposition d'acheter, pas moi, mais lui m'avait proposé d'investir dans un manège et que je le rembourserais par la suite. 22 ans, c'est très très jeune pour investir. C'était un manège à sensation qui faisait aussi 50 mètres de haut, qui faisait des loopings dans tous les sens. Mon papa, il me dit est-ce que tu te sens capable? Et pour être tout à fait honnête avec toi, je me sentais pas capable. Mais pas pour ne pas le décevoir, j'y ai dit oui. Et en fait, à partir de ce moment-là, je me suis dit, je peux pas le décevoir. Et je me suis mis au boulot. Et si tu veux, cette étape dans ma vie, elle a fait que ça m'a fait mûrir.
et ça m'a fait prendre conscience des responsabilités. Que quand de toute façon, t'es jamais prêt. Quand tu prends un rôle, que ce soit gérant d'un manège, gérant d'une boutique en centre-ville, peu importe, t'es jamais vraiment prêt. Et si on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, nous on est des autodidactes. On apprend. On est là pour apprendre. Mais pas en étant jeune, toute notre vie on apprend. Les foires, c'est pas simplement tenir un manège et parler au micro, c'est être électricien, c'est être plombier, c'est être comptable, c'est être caissier, c'est être animateur, c'est être plein de choses en même temps. Donc aujourd'hui... Et être le salarié de sa femme. Et être un petit peu le salarié de sa femme. Bon, plutôt le compte en banque, on dirait. Voilà. En tout cas, le partenaire de vie. Non, bah, de toute façon, on est une équipe. Hein. Vous êtes partenaire. On est partenaire, parce que moi, comme tu dis, j'ai certaines réunions depuis que je suis devenu représentant des forains, ma femme tient à la caisse. C'est elle qui est à la caisse, avec ma fille. Alors, elle est, en même temps qu'elle est caissière, du coup, elle est nounou. Parce et comment elle gère cette nomination, même si sans rentrer dans la vie de famille Comment elle gère elle, pour être honnête avec toi, elle me l'a répété beaucoup de fois que ça allait être beaucoup de boulot, parce que c'est énormément de boulot. Oui. Elle l'a pris ni bien ni mal. Dans le sens que elle l'a pas pris mal, parce qu'elle a dit c'est ton choix. Donc si tu veux, t'as voulu faire ça. On sait que elle m'a dit, elle sait que j'allais assumer et que je serais peut-être à la hauteur du rôle. Ensuite, on peut pas dire qu'elle l'a bien pris, parce qu'elle a eu une prise de conscience quand même, c'est que le temps pour ma famille, je vais le diminuer. Je vais passer beaucoup moins de temps. C'est des concessions. C'est évidemment des concessions. Je vais passer moins de temps avec eux. Je vais voir moins ma fille. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, pour nous, la famille, c'est la priorité avant tout. C'est d'abord la famille, les enfants, les anciens. Après, on parlera de boulot. Mais c'est d'abord famille. L'avantage, c'est qu'au moins, il y a beaucoup de temps où tu peux inviter les gens sur la foire. Beaucoup de rendez-vous où tu peux... Oui et non, parce qu'il y a certes... En fait, généralement, les rendez-vous sur la foire, ça se passe dans le cadre plutôt... on parle pas de sujets très sérieux. On vient parler de la foire, on vient présenter certains forains, mais les sujets opérationnels, c'est plutôt en bureau. Donc c'est des concessions quand même de temps bien sûr, énormes. Bien sûr. Et donc t'as le poids et la confiance aussi de ta femme au-delà des forains qui te permettent d'avancer dans ce projet, mais qui quelque part tu t'investis pour l'intérêt général de tous les forains. C'est-à-dire que tu mets en concession ta famille, comme des Marcel Campion, comme des Louis Joubert l'ont fait à l'époque. Et comme d'autres leaders l'ont fait, mais tu vis au-delà de la conférence des forains par celle de ton épouse, bien sûr, qui va vivre ce projet avec toi, c'est Madame la Présidente quelque part. Madame la Première Dame. Madame la Première Dame, c'est vrai. Mais c'est vrai. D'ailleurs, ses amis s'amusent de l'appeler comme ça. Les blagues ont commencé. Parce qu'il y a aussi, je crois, la reine de la... Non, la Miss de la... Non, la reine. Ouais, non, ça s'appelle la reine de... Chaque année, nous, on appelle ça la reine du trône, parce que oui, c'est la foire du trône. Mais oui, dans pas mal de villages, pas simplement à la foire du trône, à la fête des loges, il y a aussi une reine. À la fête foraine de Rouen, c'est une coutume... qu'ont instauré les forains il y a plusieurs années, même très longtemps, que les reines sont importantes pour notre image. C'est quand même l'image de la jeunesse, c'est l'image de la femme. Et des enfants, et de l'enfant. De l'enfance, et par exemple, comme on disait tout à l'heure, on a fait on est parti avec l'association de mon ami Maud, donc la fête en renfort dans les hôpitaux, excuse-moi. C'est la reine qui était la représentante de l'association. Ah oui. C'est elle qui va donner les peluches aux enfants. Les barbapapas, les pommes d'amour. Et ça casse un peu les préjugés aussi de misogyne sur les forains ou choses comme ça, où vous mettez beaucoup en avant la femme. Nous, on n'a pas de droit, on n'a que des reines de toute façon. Donc, on peut pas Mais être... c'est important dans le fait de déconstruire les préjugés aussi, de mettre à l'honneur cette initiative des forains chaque année des reines. Parce que pour vous, et en plus, toi, ta première enfant, c'est une fille en plus, donc t'auras pas le choix. Oui. Donc t'auras pas le choix. Très fier en plus d'avoir eu une fille. Ton aîné est une fille. Bien sûr. Donc peut-être une future reine de la foire, qui sait. Oh, très certainement, j'espère. Voilà. J'espère d'ailleurs l'avoir dans quelques années avec cette robe. C'est ça. Cette superbe... Elles sont super belles, elles ont 16 ans, 17 ans, elles se promènent sur la fête.
Elle, ça les fait rêver parce qu'ils ont comme une robe de princesse, en fait. Le temps d'une année, c'est un mandat d'1 an. C'est un mandat d'1 an et elles font beaucoup pour la foire. En plus, c'est des jeunes filles qui sont là pour représenter donc l'image de la foire, mais elles mettent quand même aussi beaucoup de leur temps. Hein. Faut pas croire, elles sont pas simplement là pour s'y promener. Comme je te dis, elles vont dans les œuvres caritatives, elles vont dans les hôpitaux. C'est elles nos représentantes. Les ambassadrices de la foire. Oui, bien sûr, c'est nos ambassadrices en termes de bonne humeur. C'est elles qui donnent la bonne humeur de la foire. Après, pour revenir sur le sujet de comment je vais gérer cette responsabilité, je te disais que mon papa donc, m'a acheté ce manège-là, les responsabilités sont venues. Maintenant, le chemin qui m'a amené jusqu'à cette présidence n'était peut-être pas le meilleur des chemins. Parce qu'aujourd'hui, j'aurais préféré que la foire fonctionne à plein régime et que j'ai pas à être président. Mais par contre, j'ai la foi qu'on va réussir à refaire quelque chose de super. Moi, aujourd'hui, cette responsabilité-là, elle me fait pas peur. Pourquoi ? Parce que moi, je fais pas ça par intérêt. Je fais ça bénévolement, comme tu l'as dit. Donc, j'ai aucun intérêt à rentrer en conflit avec qui que ce soit. Et puis tu le disais sans même réfléchir, mais tu disais à la fois la place des religions et la place de la croyance a une grande importance dans la culture foraine. Ah bah bien sûr. Il y a la messe annuelle des forains. C'est ce que j'allais te dire. Il y a la messe annuelle des forains qui est faite. Nous, on le fait sur une attraction, ça s'appelle les autotamponneuses. Bon, bah tu dois sûrement connaître. Il y a plusieurs personnes qui se sont fait baptiser, d'ailleurs, sur ce jour-là. Moi, je suis plutôt de religion juive, mais on a aussi beaucoup de réunions chrétiennes qui se déroulent sur la foire, les dimanches, les samedis. Non, la religion a une certaine place, oui, pour une grande partie des forains. En tout cas, la foi et vraiment cette notion de foi et de croyance et d'espérance, c'est quelque chose qui a un symbole chez les forains. Quand on va à la rencontre des forains, ça revient souvent, en tout cas, dans votre détermination. Et quelque part, le fait que vous n'êtes pas... Alors, vous êtes évidemment anxieux parce que vous investissez, mais vous n'avez pas cette part d'anxiété parce que quelque part, vous savez que ça va marcher. Alors, d'un côté, t'as raison. Mais d'un autre côté, on est obligé d'être anxieux parce que comme on en parle depuis tout à l'heure... Les enjeux sont derrière. Les enjeux sont derrière et l'effort politique n'est pas en place, n'est pas positif. Aujourd'hui, on a quand même l'impression, c'est pas une impression, je vais me répéter, mais cette envie politique de nous faire partir de nous-mêmes, parce que c'est ce qu'on ressent, ils veulent pas nous dire dégager, mais nous on a l'impression qu'ils attendent qu'on dégage de toute façon. Donc voilà, c'est peut-être un peu cru la façon que je le dis, mais est-ce que cette foi qu'on parlait un petit peu, cette notion d'espérance, vous savez que vous avez les armes pour combattre un peu ces attaques? Ah bah bien sûr. Voilà. Faut pas oublier qu'on est une communauté. Voilà. Une communauté, c'est soudé. Nous aujourd'hui, ça fait quelques années qu'on n'a pas eu besoin d'employer, on va dire, le terme de force, mais ça serait pas le meilleur terme. Mais on n'en a pas eu besoin parce que ces dernières années, le commerce était bien, on travaillait, les fêtes dans les autres villes se passaient relativement bien. Après, on peut pas être au courant de toutes les fêtes de village. On se connaît dans la grande majorité, mais on se connaît pas tous non plus. Faut pas croire qu'il y a 30 000 entreprises foraines en France. Je connais pas les 30 000 propriétaires de ces entreprises. Évidemment. Mais on en connaît une partie, bien sûr, c'est évident. Mais on est capable, même sans se connaître, de se rassembler et de marquer le coup. Donc c'est sur cette note positive et un petit peu cette notion d'espérance, qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour la suite ? Ce que tu pourrais me souhaiter, c'est déjà premièrement obtenir toutes les revendications que je vais faire part à la mairie de Paris et à toutes les personnes qui s'occupent de la foire. Et ce que tu peux me souhaiter aussi, c'est
de rentrer dans le ministère de la Culture. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. C'est quelque chose que je voudrais vraiment... Que la foire du trône, que la foire se rende... Non, que les forains, que le patrimoine culturel forain soit reconnu culturellement. Par le ministre de la Culture. Exactement. Donc c'est Rachida Dati actuellement, on ne sait pas si ce sera toujours elle, mais en tout cas, le symbole du ministère de la Culture. Nous, on est français avant tout et commerçants itinérants. Il y a juste ce petit mot qu'il faut rajouter après. C'est ça. Voilà. Et c'est tout ce qu'on peut souhaiter, que la culture foraine rentre dans le patrimoine du ministère de la Culture, quel que soit le ministre en place. Et merci Tom, voilà, on a pu un peu mélanger ton parcours de vie, ta famille, l'histoire et la conférence des forains que tu représentes par cette nouvelle présidence. Félicitations encore une fois. Merci pour beaucoup. ce nouveau mandat. Et j'espère qu'on a pu en tout cas un petit peu faire découvrir et réhumaniser derrière les gros manèges et derrière souvent ces grands bonhommes au physique imposant, les forains. Bon, on a des petits aussi. On a des petits aussi. En tout cas, on retient dans les médias et dans la conscience collective des grands monsieur, et que derrière, c'est cette grande carapace de grands manèges et de grands monsieur et de tous ces entrepreneurs que tu représentes maintenant fièrement, on a pu un peu réhumaniser ce métier de forain. Merci Tom. Merci. Et à très bientôt. Merci de nous avoir suivis pour ce nouvel épisode de Col Roulé. Et suivez-nous sur nos réseaux sociaux, X, Twitter, Instagram, YouTube. Et à très bientôt sur Col Roulé.